C'était pas de l'allemand. C'était pas de l'italien. Mais tu peux pas dire que c'était aussi forcément des Anglais. Alors, je me suis expliqué dessus. De l'allemand, c'est un timbre de voix que j'aurais reconnu, parce que pendant la guerre, nous les avons eu suffisamment pour que ce timbre de voix m'ait échappé. L'italien ressemble beaucoup au provençal. Ça chante. C'est chantant, un accent. Et comme autour de moi, bon, mais pratiquement tout le monde parlait provençal, bon, alors on enlève. Oui, non, mais il ne faut l'allemand. pas travailler comme ça par déduction, c'est trop important. C'est trop important. Ah, mais j'ai jamais juré, enfin, j'ai jamais dit, c'était certainement de l'anglais. Ça devait être. Parce que Parce que par rapport. ça peut être une langue slave. Oui, tout ce qui est effectivement les pays. Parce que Tous les pays nordiques, là, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des intonations qui sont proches quand même. voilà, il faut analyser que bon, le comparatif entre l'anglais et le français. Où s'arrêtent nos aigus, nous, dans notre langue, commence celle des Anglais. Oui, mais là, c'était pas. C'est pour ça qu'on a de grosses difficultés au niveau vocal de parler correctement anglais, surtout en tant que provençaux. Bon, là, après avoir éliminé les deux que je connaissais, j'ai essayé de faire le rapprochement avec tous les campeurs qui s'arrêtaient à la ferme. Là, il y avait des Hollandais, il y avait des Français, il y avait des Anglais, il y avait différents. Ça vous ennuie pas de vous mettre avec nous? Non, Mais on vous voit pas. Mais je vous entends mieux par contre. Mais je vous vois pas, promis juré. Non, mais c'est là, pas- je voulais laisser travailler à l'aide. Non, mais c'est intéressant quand même tout ça. Moi, ça m'intéresse. Et comme ça, je prends pas de notes, je peux parler avec vous, ça m'intéresse énormément. Et Mais là, je vais m'étendre non, sur des choses. c'est un jeu des Ouais, fais pas de soucis, je te coupe. Tu me coupes, d'accord. Pas de problème. Oui, j'ai fait la liaison aussi avec les campeurs parce qu'on est au bord de la route. Hein. Oui. Qui venaient acheter des œufs, qui venaient. Ça tourne là? Oui, ça y est, j'ai mis en marche. Puis voilà, comme ça enregistre. Il y a des gens qui s'arrêtaient pour. Et ce timbre de voix, je l'ai comparé à une tonalité, un timbre enfin, anglais. Oui, d'accord. Je pouvais pas penser que c'était de l'italien ni de l'allemand, ce sont des langues qu'on n'oublie pas. Donc j'ai dit, ça doit être des Anglais. D'accord. Cette moto n'a pas été retrouvée et on n'a jamais su ce qui en était réellement. Allez. Est-ce que vous voulez que je vous dise un petit peu comment je voyais ça? Ouais. Donc c'est une proposition. Alors, je veux bien dire, je vais le répéter sûrement plusieurs fois, mais donc ce qui m'intéresse, moi, au-delà de ce documentaire que je dois faire pour la fac, ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est pourquoi vous faites ça au fond, mais au fond, je veux dire, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, à partir du moment où c'est ça qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous avez envie qu'on parle de ça et qu'on approfondisse ensemble des choses. Et donc, je vais aller dans votre sens. Alors voilà maintenant ma proposition telle que je voyais. J'aurais aimé que donc, vous m'aidiez que vous arriviez à dire tout ce que vous avez envie de dire là-dessus, que vous me fassiez rencontrer des gens comme votre maman, par exemple, qui parlent de tout ça, et que vous les fassiez parler de ce que vous avez envie qu'ils vous disent, s'ils peuvent vous dire des choses nouvelles. Bon, sur la dernière question, Oui. je crois que j'ai été clair au niveau du téléphone. Hein. Oui. Pour rencontrer des personnes, c'est très dur parce qu'on est en train de faire un petit peu le même travail avec TF1 pour faire cette émission. Tout à fait, donc on vient de les rencontrer, c'est dur de les rencontrer tout de suite après. D'accord. Et puis il en reste très peu parce que les événements se sont passés il y a 42 ans maintenant, ont débuté il y a 42 ans. Et il reste très peu de gens, parce que c'est que des gens que l'on situe, et c'est ma mère, hein, qui est beaucoup plus jeune, puisqu'à l'époque elle avait que 22 ans. 20 ans. Donc, on a 20 ans. Donc de ce fait, on va situer
aussi bien mon père en 74, le juge Périès 77, mes oncles et mes tantes au-delà de 80, entre 82 et 86. Et c'est difficile. En plus, c'est lointain et on a surtout voulu oublier. C'est ça. Alors il reste des choses qui ne sont pas toujours justes et des fois erronées. Oui. Parfois. Alors le problème, c'est d'analyser ce qui a été écrit dans les coupures de journaux. Alors on va les dissocier, les journaux locaux, hein, marseillaise, provençale, méridionale. On va voir tout de suite qu'il y a cette presse qui défend et qui va rapporter, on va dire, le plus honnêtement possible les faits sans broder. On va voir tout de suite le méridional, sous la plume de Domenech, s'attaquer au communisme, tout de suite, hein, au travers de l'affaire Dominici, tout de suite, on vise tout un système social. Hein. Et puis, dans la deuxième partie, il y a les journaux qui sont lointains. On va parler du Monde, sous la plume de Théo Lair, de Garçon, qui va écrire également là-dessus, qui ont un autre point de vue, on va dire l'œil de Paris. Et puis après, les journaux à scandale. Alors, là, ces gens-là se sont délectés de pouvoir rester 2 ans dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, on a inventé, on a écrit pour rester dans les Alpes de Haute-Provence. Alors tous les jours, il fallait dire quelque chose, autrement on remontait. Alors on va parler de noir et blanc, on va parler de détective, on va parler, bon, enfin il y en a d'autres. France Dimanche, le Paris, Paris Presse, Paris Presse, voilà. Alors les médias, à partir de là, ont fait énormément de mal, parce qu'on a inventé beaucoup de choses, et la police s'est servie de tout ça. Et il y a eu une complicité, à un certain moment, entre ces journalistes. On va parler de Domenech, on va parler de Chaput, on va parler de Laborde, qui ont été... qui ont également écrit des livres, mais qui ont été dégueulasses, hein, au sens propre du mot, parce qu'ils ont gagné de l'argent, et ils ont, à un certain moment, fait perdre l'honneur. Et s'il n'y avait pas eu cette presse, je pense que la police ne serait jamais, enfin police, aussi bien gendarmerie que police, hein, ne serait jamais arrivée, peut-être un jour, à faire une affaire Dominici. Il y aurait eu une affaire de l'URSS, hein, mais ça serait peut-être arrêté là. D'accord. Hein. D'accord. Vous pensez que les médias, effectivement, sont très responsables de cette affaire qui a pris cette ampleur, comme elle l'a pris? Ah oui. Lorsqu'on voit par exemple ce type de document, hein, Jean Tessier, bon, il y a 44 photos inédites. C'était un ami presque. Oui, c'est ça. Bon, vous le connaissiez déjà? Oui. Oui, bon, il y a quand même une grande partie de ces photos qui se retrouvent en salle d'audience. Il y a eu l'affaire Dominici avec des photographes aux audiences, et puis il n'y a plus rien eu. Lorsque, par exemple, on voit sur certains documents l'installation des petits cars avec les haut-parleurs à l'extérieur de la salle d'audience, il y a eu l'affaire Dominici, et puis on n'a plus rien eu après par la suite. Hein? On a quand même fait beaucoup de choses. Après cette affaire Dominici, on a pris conscience du poids énorme que pouvaient avoir les médias. Qu'est-ce que je peux rajouter avec tout ça? Il y a eu également, dans cette affaire Dominici, une inculpation après une reconstitution, et il n'y a pas eu inculpation avant, de manière à ce que les avocats ne soient pas là pour défendre. Donc, mon grand-père a fait une reconstitution en tant que témoin, et à la suite de ça, il a été inculpé.
Ça s'est passé qu'une seule fois dans l'affaire Dominici. Hein? Alors, Ça s'est passé qu'une fois dans les annales pour nous. voilà. On va en parler beaucoup plus tard, hein, de ce problème. Mais le juge d'instruction, Périès, va quand même se justifier en disant j'ai été obligé de faire comme ça, obligé, ou on lui a peut-être conseillé de faire comme ça il était sûr d'avoir un coupable. C'est ça, il n'a pas dit par qui il était obligé quand même. C'était le pouvoir politique ou le. Il n'a pas dit ça, il dit pas. On ne sait pas. D'accord. Le problème dans cette affaire, c'est qu'il y a 42 ans après, et j'en suis conscient, puisqu'on en reparle toujours, que des hypothèses. Alors, je vais essayer de mettre en ordre comment les gens procèdent. C'est-à-dire qu'un individu qui est neutre dans cette affaire, qui ne la connaît pas, après avoir lu documents, livres, et avoir écouté un petit peu ce qui se dit autour, va avoir sa propre opinion. Parce que c'est tellement compliqué, pour se rassurer, il va se forger une opinion personnelle. Alors cette opinion personnelle va déboucher sur, c'est un règlement de compte des maquis. Drummond est venu rechercher l'argent qui était parachuté à Ganagobi, c'est une version. Il y en a d'autres qui vont dire, de toute manière, les filles sont accusées, le grand-père a avoué, il n'y a pas de problème, ça a bien été jugé, c'est les Dominici, les coupables. Et puis d'autres diront, mais de toute manière, il y a eu des aveux, mais il n'y a pas de preuves matérielles. Et là, on revient sur des gens qui ne veulent pas trop s'embarrasser, qui ne veulent pas en parler, parce que ça les embête, et eux, ils disent, de toute manière, les Dominici ont été choisis comme coupables. Et puis, il y a ceux qui essaient de voir un peu plus loin et qui disent, toutes les preuves n'ont pas été apportées, pourquoi on ne parle pas de la deuxième Hillman, pourquoi l'arme, il y a des doutes sur l'arme, pourquoi on n'est pas allé plus loin, et on pense au service secret. Ça, c'est encore une idée que certaines personnes ont. Et puis, il y a ceux qui disent, de toute manière, les Dominici ont été payés pour que le grand-père soit coupable, et c'est de toute manière les fils ou le petit-fils qui ont tué. Et ces gens sont tellement convaincus de leur propre hypothèse, quelle est la bonne, ils ne sont plus, à partir de ce moment-là, réceptifs, je vais dire, et surtout objectifs. Ils ne le sont plus. Parce qu'ils ne veulent pas s'embêter la vie, leur solution est la bonne. Et ils ne pensent pas à aucun moment que c'est peut-être très simple ou que c'est hyper compliqué. Et je pense que c'est très simple dans le sens où on va déterminer pourquoi Drummond est venu. Et surtout, quelle était sa mission. Alors, pourquoi il est venu? On va me rétorquer, il n'est pas venu, il a fait du camping. Alors, pour moi, on ne fait pas du camping comme il était là. Les documents nous montrent, il s'est arrêté à 20 cm de la route nationale. Les photos sont claires. Bon, on va prendre celle-là de photo, hein, où mon père est devant l'Hillman à 11h du matin, photographié par Tessier. Photographié par Tessier. On va voir tout de suite. Voilà. Hein, allez, vous voyez tous les chardons? C'est clair. Vous voyez, bon, on voit la route nationale, on voit l'Hillman ici, on voit tous les chardons, on voit les piquants, on voit bon, c'est pas un lieu où on s'arrête. Bon, moi, camping, c'est avoir une toile de tente, avoir des couverts, avoir des couvertures, avoir des lits de camp, avoir un petit matériel qui nécessite et de justifier un minimum. Dans le cas présent des Drummond,
il n'y a rien de tout ça. On lit de camp. Et non, c'est pas des lits de camp, c'est des espèces de petits lits de plage en tissu de rien du tout sur une armature en fer. Voilà, oui. Voilà, bon, c'est pas un lit de camp. Bon, en plus, ils n'avaient rien du tout. Donc, on va dire, ils ne sont pas venus camper. Voilà, la thèse du camping, là, Voilà. effectivement, pareil. Ensuite, ils sont dans un emplacement qui est... Regardez si on peut camper dans ces endroits. Oui, voilà. Ouais. On ne peut pas dire que l'endroit n'est pas repérable. On peut s'arrêter au bord d'une route sans autour de soi quelque chose qui est bien précis. Là, il se trouve qu'il y a une borne kilométrique où il y a 6 de chaque côté. 6 Péruy, 6 la Brianne. Et en face de cette borne, il y a un pont. Bon, c'est un endroit qui est vraiment, au niveau géographique, qui est vraiment précis et on peut donner un rendez-vous. En plus, entre Péruy et la Brianne, étant séparés de 12 km, il n'y a pratiquement aucune habitation, sauf la Grande Terre. Donc moi je pense qu'ils avaient rendez-vous pour une raison que je ne connais pas encore à l'heure actuelle, mais ils avaient rendez-vous. Tant qu'on n'aura pas, je crois, expliqué quels étaient les documents qui étaient à l'intérieur, on ne saura pas non plus qu'est-ce qu'ils transportaient. Bon, ces documents ont été saisis tout de suite par le procureur de la République. Alors c'était des notes. Hein? On ne sait pas si elles étaient en français, si elles étaient en anglais, si elles étaient dans... Il y avait beaucoup de papiers. Mais pas en français. Pas en français. En quelle langue, je ne sais pas, mais pas en français. Ouais. Donc ça veut dire que tous ces documents, saisis tout de suite par le procureur de la République, ne deviennent pas des pièces à conviction. C'est-à-dire, on prend ces documents, on va dire beaucoup. Hein? L'expression de Romanet, étant le premier gendarme arrivant, on aurait dit qu'un coup de Mistral avait soufflé à l'intérieur de cette voiture. Tout était éparpillé. Alors c'est beau, mais c'est ramassé par qui? Bon, très certainement par les gendarmes, et c'est tout de suite envoyé à l'ambassade d'Angleterre à Nice, et exactement le 7 août, c'est envoyé en Angleterre. Pourquoi? Pourquoi on va laisser des coussins, on va laisser des marmites, on va laisser des bouteilles, des bouteilles de Vichy, on va laisser des bouteilles, on va laisser les habits des Drummond, on va laisser tout ça alors que tous les documents sont réexpédiés. Alors ça, c'est une des grosses interrogations. Ces documents n'ont pas du tout participé au jugement, on Oui, n'a jamais vu, jamais. Qui a ses convictions, Oui. jamais. Jamais. Ils sont partis de suite. Tout comme la valise, qui était, les bagages qui étaient entreposés chez leurs amis Marianne à Villefranche ont été réexpédiés en Angleterre 48 heures après. Tout comme la voiture a été réexpédiée en Angleterre, je ne sais plus de Le combien... 30 novembre, je vais y venir là-dessus. Alors voilà. On va donc au niveau de ces Drummond, on va dire Drummond pour l'instant, on va tout de suite, donc le jour du 5 août, essayer de savoir qui sont ces gens. Puisqu'il fallait établir une identité, tout à fait normal. Bon, la gendarmerie cherche. Il y a 2 gendarmes au départ, qui sont les gendarmes Romanet et Bouchier, qui sont là, cherchent. Et ils ont de la difficulté à trouver l'identité de ces gens-là. Ce sera colporté pendant tout le procès. On ne trouve pas l'identité, sauf, paraît-il, sur le coin d'un cahier de la gamine. On trouve Drummond. Bon. Et puis, sur des traveler checks pour 120 000 francs, qui était une grosse somme à l'époque. Ça, je n'avais jamais entendu parler, toi tu l'as retrouvé après aux archives. Et puis,
Ils n'avaient pas de papier d'identité, donc on a retrouvé à ce moment-là Voilà. pas de Ils n'avaient ni aucun. passeport, ni... Ils n'avaient surtout pas leur papier d'identité. Mais pour moi, c'est un petit peu bizarre. Quand je dis bizarre, oui, le mot est peut-être juste. C'est quand même inquiétant que ces gens qui sont en terre étrangère, des gens qui ont l'habitude de voyager en France, des gens qui partent pour 24 heures, oublient complètement leur papier. Mais de surcroît, la voiture qui aurait dû avoir à l'intérieur une plaque d'identité comme ça se faisait à l'époque, cette plaque n'y est pas. Donc cette voiture n'est pas forcément celle des Drummond, puisqu'il n'y a pas la plaque d'identité. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de difficultés à établir que c'est les Drummond. Mais lorsqu'on lit le compte rendu de ce qu'il y avait à l'intérieur de la voiture, sur les documents officiels, on s'aperçoit que Madame Drummond avait son permis de conduire. Bon, mais il y a quand même un document officiel dans le dossier qui pose une question qui quand même est embêtante. C'est le 26 août, la question est celle-ci. On ne sait toujours pas si c'est Madame Drummond qui est morte. Alors à partir de là, on se pose quand même des questions. Parce que si, dans les bagages, il y a le permis de conduire de Madame Drummond, c'est une pièce, je pense, officielle. Pourquoi on va dire qu'on a cherché longtemps l'identité des Drummond? Mais aussi, pourquoi plus tard, c'est-à-dire 20 jours après, on va se demander si c'est vraiment Madame Drummond qui est morte. Alors tout de suite, ça nous conduit à qui a identifié les corps de ces gens-là. Pour le moment, je n'ai trouvé trace dans le dossier d'aucun document attestant la reconnaissance des corps. C'est ceux de Villefranche. C'était ce qui était officiel à l'époque. Voilà. Alors, leurs amis de Villefranche. Mais comment l'ont-ils su puisqu'il n'y avait pas d'identité? Ça, c'est moi je pense que c'est une interrogation de second degré, c'est pas important. Je pense qu'ils peuvent l'avoir appris par la radio, hein? Ils peuvent l'avoir appris par les journaux, mais de toute manière, ils peuvent l'avoir appris... À quel moment ils ont identifié les corps? Voilà. Alors, non, mais c'est pas le moment, c'est qui les a identifiés. Et moi, j'ai lu sur les journaux que c'était uniquement M. Marians, l'ami, biochimiste, qui travaille dans les mêmes services que lui, et qui, depuis 1947, sont amis, c'est-à-dire depuis 5 ans. C'est récent, mais ils sont amis, la preuve, ils passent des vacances ensemble. Il n'y a que cette personne. C'est un deuxième point d'interrogation. Pourquoi la sœur de Madame Drummond ne vient pas reconnaître sa sœur? La grand-mère, elle est âgée, on comprend. Pourquoi le frère de M. Drummond ne vient pas non plus? Et puis, si l'on parle de la personnalité... Le majordome. Il aurait pu venir. Majordome. C'est bien un majordome. Oui, Monsieur Schmitt. Le majordome. Et puis, si on pense, on repense un tant soit peu à la personnalité de ces gens-là, la place qu'ils ont occupée pratiquement pendant 5 ans, pendant la guerre, qui est une place considérable, puisqu'on va voir au lendemain de la guerre cet homme collectionner toutes les plus grandes distinctions dans le monde, que ce soit en Angleterre, puisqu'il a été fait en 1947 baron, que ce soit en Amérique, que ce soit à la Sorbonne en France, que ce soit en Hollande, il reçoit l'Orange Nassau, en 1947 également, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4-5 ans, il va recevoir toutes les décorations les plus fantastiques. Et puis, ce personnage-là n'est pas officiellement reconnu, je dis officiellement reconnu,
Mais en plus, on lui attribue pas une... comment dire, on va pas le ramener chez lui, et puis on va pas quand même lui faire un enterrement digne du rang qu'il avait. Oui, parce que la Et tombe de est surcroît, banalisée. Parce que La tombe, c'est quelque chose de tout à banal. fait, d'accord. voilà. Et de surcroît, on le laisse dans une fosse commune à Fort-Calquier. Non, c'est pas une fosse commune. C'est la fosse commune de Fort-Calquier. Je sais. Mais tu peux y être allé 30 fois, je m'excuse là. Il y a les Ça s'appelle la tracteurs. fosse commune. C'est dans le terrain de la commune de Fort-Calquier. Ça s'appelle la fosse commune. C'est comme ça que c'est marqué sur l'enregistrement de Fort-Calquier. Ah, parce que j'ai vu les tombes. Mais tu il y peux a- avoir vu les tombes, Il y a man. les deux caveaux des parents, la fillette au milieu. Non, il n'y a pas de caveau. Il n'y a pas de Ah caveau. si, il y a 3 emplacements. Non, J'y suis allée. mais c'est elle. pas un caveau, man. Il y a 3 emplacements. Mais c'est L'homme, la femme et la fillette au milieu. Ouais. Je suis allée qu'une fois, mais j'y suis allée. Mais c'est pas parce que tu y es allé qu'ils sont dans leur... ils sont toujours dans la concession des fosses communes de Fort-Calquier. Oui, personne n'a payé. Personne n'a payé. Voilà. Personne n'a payé. On va dire que la commune de Fort-Calquier leur accorde, Pris en charge, donc. voilà, une prise en charge. Hein? Mais il n'y a pas de tombeau, de fosse, de caveau au nom des Drummond. Ils Non, sont dans la c'est- face commune. Oui, je ne sais pas si ça s'appelle la fosse commune. Il y a 3 petits carrés de ciment. Ouais. Il y a 3 carrés de ciment. Non, il n'y a rien Ah, dessus. Ah, d'accord. Et il y Ah, non, c'est a, une bordure. il y a D'accord. 3 petites bordures, D'accord. les unes à côté des autres, tout au fond. C'est une journaliste qui voulait voir à tout prix. Je suis allée avec elle, c'est la seule fois où je suis allée. Qui est fleurie tous les jours. Non, il ne faut pas dire au fleurin tous les jours. Non, ça c'est... Voilà, l'exemple même. Il y a des personnes qui se sont imaginées de créer une légende en disant que cette tombe était fleurie tous les jours. Alors, lorsque nous, on a essayé un petit peu de savoir, parce que si elle était fleurie tous les jours, Sans savoir par qui et tout. bien sûr. et voilà. Et puis on s'est rendu compte que ce cimetière est quand même classé monument historique et que c'est le 2e cimetière d'Europe. Donc il y a en permanence des gardiens. Pourquoi c'est le deuxième d'un point de vue architecture, beauté du site Voilà, c'est beauté ça du site. D'accord. Hein, c'est le 2e cimetière d'Europe. Mhm. Dans sa beauté, dans sa structure, bon, Ce jardin. ses tout jardins, ça. voilà. D'accord. Donc il y a des gardiens qui travaillent Mhm. à la surveillance. C'est très propre, hein, très bien entretenu. Et non, il y a des gardiens qui travaillent à la visite, mais surtout à la surveillance et aux heures d'ouverture, parce qu'il y a des heures d'ouverture. Et lorsqu'on a rencontré les gens, les gardiens, ils nous disent, en général, les gens volent des fleurs sur les tombes et vont fleurir la tombe des Drummond. Voilà. Non mais c'est important de rétablir cette toute Cette petite légende. vérité, parce que les gens dans le département se sont créés des légendes autour de cette affaire Dominici, comme on va le rencontrer dans ceux qui sont persuadés, c'est sûr, c'est la résistance, c'est sûr, c'est le parti communiste. Le jour où on y est allé, il y avait des fleurs des champs, mais ça ne veut pas dire autre chose. Je sais, je connais la vérité, mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler parce qu'il y a encore des gens vivants. Alors ces gens... Un, deux, ça colle. Alors, il faut... Attendez, excusez-moi. Parce que je n'ai pas regardé du coup la cassette. Ça serait bien. Oui, c'est bon. Parfait. Ouais, Tout va bien. c'est une C'est des cassettes d'une heure. D'une heure, ouais, pas longtemps qu'on parle. D'une heure, hein. Ouais, d'une heure, ouais. Voilà. Oui, donc alors, Alors. votre idée sur ces Alors, histoires voilà. d'horaire, voilà. Si ces gens mentent, sciemment, on est à la barbe de tout le monde, puisqu'ils sont capables, sans crainte,
de marquer 2h30 d'écart. Si dans son procès verbal, il est capable de dire « j'ai vu la position des corps » alors qu'il ne l'a pas vu. Et Périès est clair, Sebeil n'a pas vu les corps en place le jour du 5 août. Il est allé voir les corps à la morgue de Forcalquier. Et la datation de l'horaire faite par le docteur Nalin et Girard à Forcalquier, c'est devant nous sommes les corps à 16h. S'ils sont capables de faire ça, c'est qu'ils ne craignent rien du tout. Les avocats ne vont même pas, à un certain moment du procès, relever ce type de détails qui me semble énorme. Mais le savent-ils au juste? Alors, si tout le monde triche sur les heures, moi je pense qu'il y a problème d'heure dès le départ en ce qui concerne la découverte des corps. Officiellement, on va dire, mon père donne l'alerte à 5h30. Non, 5h30 c'est marqué. 5h30. Ah, c'est marqué, bon, mais d'accord, mais c'est avant. Pourquoi tu dis c'est avant? Parce qu'on s'est levé en même temps, parce qu'il est monté. La fillette, c'est avant. Il donne l'alerte à Olivier à 5h30. Bon, de toute manière, s'il donne... Avec le temps. Hein? Avec le temps, bon, mais moi, je sais pas, c'était... Il monte à 5h, et il donne l'alerte qu'à 5h30. Il monte sur le, sur le lieu d'éboulement, entièrement d'accord, avant 5h30. Mais il descend sur la voie ferrée. Moi j'ai regardé. Ouais, il n'est pas descendu sur la voie. Il est revenu tout de suite après avoir vu le corps. Il est descendu sur la voie ferrée. Il a poussé l'acacia qui était au milieu de la voie ferrée, puisqu'il y avait un acacia qui avait encore bougé. Il est remonté sur la voie ferrée, il est remonté sur le chemin, et c'est là où la police, plus tard, ne sera pas d'accord, il est passé sur le côté gauche du chemin. Il est passé sur le côté gauche du chemin. Et une tache blanche en contrebas, puisque la fillette était à 3,50 m en contrebas dans un talus, il a aperçu la fillette. Et plus tard, on lui dira, mais pourquoi vous êtes passé du côté gauche du pont? Pas du pont, de la route. Parce que son chemin le plus direct, c'était normalement le côté droit, hein, rasant le pont et remontant. Bon. Quand il remonte, c'est pas loin, il y a 70 mètres. Il arrive sur la route, il y a d'abord une Vespa qui passe, mais les Suisses. Il n'arrête pas, mon père, parce que Suisse, qu'est-ce qu'il va expliquer? Il va rien expliquer du tout. Et il se dirige vers la campagne pour prendre sa moto et aller donner l'alerte lui-même. Et juste à ce moment-là, 5h30, Oui, c'est ça. Non, mais il arrête un motocycliste qui s'appelle Olivier. Ce gars va donner l'alerte. Alors qu'est-ce qu'il peut donner comme alerte? Eh bien, il peut transmettre uniquement ce que mon père a dit. Je viens de découvrir dans le talus une petite morte, préviens vite la gendarmerie d'Oraison. Ah, ou alors, préviens la gendarmerie. Non, il ne savait pas. Il lui a dit, préviens la gendarmerie d'Oraison ou va à Forcalquier. Voilà. Préviens la gendarmerie d'Oraison ou va à Forcalquier. Il a comme mot petite morte. C'est tout. Ça va être confirmé par l'arrivée des gendarmes, parce que les gendarmes, lorsqu'ils arrivent, ils demandent où est l'accident. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'il y a eu meurtre. Je ne m'éloigne pas du sujet de l'heure, hein, vous allez voir. 40 ans après, lorsqu'on fait la conférence de presse annonçant la requête en révision, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Tessier qui dit « Mais moi j'ai été prévenu à 6h du meurtre. »
Alors, bien entendu, il est interpellé par Maître Collard, qui lui dit, mais comment ça se fait que vous puissiez, vous, être prévenu à 6 heures, alors que les gendarmes ont découvert les corps qu'à 8 heures. Et puis, les quelques mois qui ont séparé la conférence de presse et la rencontre de M. Tessier, puisque je l'ai rencontré, me dit, de toute manière, je me suis trompé, mais c'était 7 heures. Mais même si c'est 7 heures, c'est pas grave. Il est prévenu avant. Lorsque je le rencontre, lorsque je lui demande, il me dit, c'est M. Hauteville qui est mon collaborateur, qui m'a prévenu à 7h15, et il m'a dit, il y a un meurtre à l'URSS. Donc lui emploie le mot meurtre, qui est nouveau. Et puis lorsqu'ils se rencontrent pour partir, c'est 7h30. Et lorsqu'il monte dans la voiture, il dit 3 cadavres. Qui ça? Hauteville. Hauteville. Il dit ça à Tessier.